Extra, extra, read all about it. The pinball wizard and the miracle cube. Extra, extra, read all about it. Extra. 1% de la population dirige le monde, 99% s'y soumettent, 98% s'en foutent. Le contre-JT a décidé de ne pas s'en foutre. Bonsoir. Bonsoir. Le titre du contre-JT de ce soir, c'est CECE, la grève générale, mais on l'a appelé nous la grève vraiment générale. Alors, commençons déjà par une petite vidéo extraite du discours de Frédéric Lordon le 9 avril sur la place de la République. La grève générale, c'est que le pays tout entier débraye. Le pays est bloqué. Le pays est bloqué, disent-ils, car en réalité c'est l'exact contraire. C'est au moment précis où ils disent que tout se bloque, qu'en fait tout se débloque. La politique, la vraie, la parole, l'action, et jusqu'aux relations entre les gens. Et puis surtout le possible, l'avenir. Il faut bloquer pour que tout se débloque. Quelle serait aujourd'hui une grève vraiment générale, telle que nous l'avons appelée? Une grève vraiment générale, c'est le refus d'alimenter le système et son ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on inclut dans l'ensemble? Il y a la production de valeur ajoutée, valeur qui s'ajoute au capital des propriétaires des moyens de production, mais il y a aussi la consommation qui réalise la valeur produite et qui donne toute la puissance aux multinationales et à leur capacité d'ingérence dans les systèmes publics. Enfin, le pouvoir politique asservi au pouvoir des propriétaires et qui vise à conserver pour tous les moyens du couple féodal, maître subordonné et donc propriétaire exploité. Une grève vraiment générale, c'est donc se soustraire à l'asservissement du travail, soustraire son obole à la rapacité des propriétaires, soustraire son assentiment à la légitimité du pouvoir politique. Et donc, une grève vraiment générale, il y a trois fronts, le front du travail, le front de la consommation et le front politique. Et sur ces trois fronts, eh bien, trois types d'actions. Sur le front du travail, l'arrêt du travail. Sur le front de la consommation, on peut diminuer sa consommation, à chacun de voir ce qu'il peut diminuer. Et en ce qui concerne le domaine politique, eh bien, la désobéissance aux injonctions des politiques, aux injonctions illégitimes et plus particulièrement le vote. Nous en profiterons pour faire une cure de désintoxication, cesser de regarder les reportages et les émissions politiques et autres spectacles du même acabit. Donc on va faire baisser l'audimat, quoi. Eh bien, c'est comme ça que ça s'effondre. Exactement. Bon, en résumé, une grève vraiment générale. C'est un acte de désobéissance, hein, apparemment, en tous les cas, un acte de désobéissance, mais c'est pas désobéissance à une sorte de morale, c'est une désobéissance à des choses qui, comme tu l'as dit, sont iniques. Tu as cité trois types de désobéissance. Je ne réponds plus à l'injonction de consommer, je ne réponds plus à l'injonction de produire, et je ne réponds plus à l'injonction de voter, par exemple. Voilà. Donc voilà. Mais il s'agit, dans une grève générale, de ne plus se soumettre à l'injonction du capital et de son valet le pouvoir, en fait, le pouvoir politique. En cela, c'est une sorte d'affirmation. Alors, c'est d'autant plus, à mon sens, et à ce qu'on voit aujourd'hui dans les nuits debout, enfin, dans toutes les manifestations, c'est d'autant plus, ça me paraît d'autant plus important aujourd'hui que le pouvoir politique a perdu toute légitimité puisqu'il ne poursuit plus la défense de l'intérêt général, en tous les cas, le répondre aux besoins de l'intérêt général. Donc, je crois que c'est... Et puis, à l'instar, les pouvoirs économiques ne répondent pas non plus par exemple au financement des besoins d'une nation, par exemple comme la nôtre, hein, puisque on l'a vu récemment, elle fout le camp à Panama ou ailleurs, et ceux qui savaient ont l'air surpris, n'est-ce pas? C'est toujours les mêmes. Ceux qui savaient et qui s'en rendaient complices ont l'air de découvrir, hein, donc ça suffit, les bêtises. On a pensé, quand on a parlé de cette affaire Panama Papers, ou je sais pas, c'est comme ça que ça s'appelle.
C'est-à-dire que la première réaction du président et de ses affidés et de la Cour a été plutôt le méchant Panama. C'est très intéressant, alors que les gens qui ont mis leur doigt dans le pot de confiture accusent donc le pot de confiture, en fait. Oui, c'est ça. C'est vraiment formidable. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit d'obtenir avec une grève générale? Eh bien, il nous semble qu'il s'agit d'obtenir deux choses. La première, c'est l'effondrement des pouvoirs, donc de la destitution. Et la deuxième, c'est la construction d'une république sociale, donc de la Constitution. Donc c'est deux phases, la grève générale, c'est destitution et constitution. Alors on va faire un peu d'histoire peut-être pour alimenter notre réflexion, parce qu'on est là que pour ça, mais qui pourrait nous permettre de nous faire un jugement d'ailleurs dans l'histoire, enfin en tous les cas, de construire un jugement sur l'efficacité ou non de la grève générale. Et on va commencer par une première réflexion sur la Commune de Paris. Regardez. La Commune de Paris n'a vécu que quelques semaines, mais a marqué profondément les esprits. Comme toute insurrection populaire de l'époque, elle avait commencé par des barricades face à des canons. En 1871, Marx, dans La guerre civile en France, décrit avec enthousiasme les mesures prises par les communards en faveur des classes laborieuses. Il raconte comment les ouvriers, organisés en coopérative, reprenaient en main ateliers et manufactures. Comment les déserteurs capitalistes abandonnaient leurs usines, comment elles pouvaient très bien redémarrer sans eux, et comment les communards pensaient même à les indemniser. Pourtant, ce que l'histoire des vainqueurs retient de la Commune, c'est son échec, la semaine sanglante. Entre le 22 et le 28 mai 1871, les Versaillais ont conduit en masse les communards au Père-Lachaise, les ont collés au mur et les ont fusillés. D'autres encore exécutés ou déportés les mois suivants. Il fallait écraser toute ambition révolutionnaire, et cela pour longtemps, tuer les meneurs, mais surtout tuer l'espoir. À la sortie de la Commune, le mouvement ouvrier était maté. Jusqu'à la Commune, la stratégie du mouvement ouvrier a été une stratégie qu'on peut qualifier d'émeutière, barricadière. Et l'idée de grève générale, elle s'oppose à cette notion de révolution barricadière ou émeutière. Elle oppose une autre idée de la révolution qui serait la révolution, non pas d'une avant-garde révolutionnaire où le prolétariat serait juste les petits soldats à la manœuvre, mais ce serait l'expression de la classe ouvrière pour sa libération. Mais c'est évident que c'est une réaction à... C'est une des leçons, je pense, que l'élite syndicaliste, l'élite ouvrière tire de l'échec de la Commune, c'est qu'avec les fusils, on n'arrivera à rien. Les images ont joué leur rôle. On a vu les cadavres des communards en photo. Puis, on a commémoré devant un mur du Père-Lachaise, en souvenir des communards massacrés et jetés là dans la fosse. Pendant des années, les survivants sont venus saluer la mémoire de leurs camarades. Les 30 000 morts de la Commune ont marqué des générations de manifestants. La lutte a continué devant un pouvoir de mieux en mieux armé. Comme ici à Fourmies, le 1er mai 1891, lors d'une manifestation pour la journée des 8 heures, la troupe tire, laissant 9 morts et une soixantaine de blessés sur les pavés, dont un enfant et des adolescents, tirés comme des lapins en un temps record grâce au nouveau fusil Lebel. La leçon de la Commune de Paris, c'est que les pouvoirs sont prêts à tout, y compris à répandre le sang des peuples. Ça c'est clair, il ne faut pas se leurrer là-dessus. On a déjà parlé de ça dans la violence de l'État, on a pensé que c'était un pléonasme à juste raison, me semble-t-il. Et donc les pouvoirs sont toujours prêts à défendre par le sang et par les armes leurs intérêts. Donc il faut bien comprendre que les fusils dans ce cas-là ne sont pas la moyen d'attendre des finalités poursuivies par la grève générale. Deuxième sujet de l'histoire, ou exemple de l'histoire qui nous permettrait de réfléchir un peu mieux. Regardez. Dans un texte paru dans La Petite République en 1901, Jean Jaurès monte à la charge. Il met en garde les grèves généralistes que le caractère révolutionnaire d'un tel projet fait courir les plus grands risques. Il écrit « La grève générale provoquera d'emblée un mouvement de terreur et de réaction. Pire, il prévoit que les masses ouvrières s'affameront elles-mêmes et seront acculées à la violence. » Jaurès, la grève générale révolutionnaire, il n'y croit pas. Jaurès, il est un des chefs du socialisme, il sait qu'il doit composer avec une classe ouvrière qui, au moins dans ses élites et dans ses représentants, est bien plus à gauche que lui.
Et donc il est obligé de composer un petit peu avec ça. Mais il reste que l'essai qu'il écrit en 1900 qui s'appelle Grève générale et révolution, c'est un essai intéressant. Lui, il pense qu'effectivement, la classe ouvrière française ne pourra pas mener à terme une grève générale, qu'elle n'en a pas la force, et que tout ça finirait au bout du compte très très mal. Lui, il pense que la grève générale ne peut mener les ouvriers nulle part, qu'elle ne peut être le fait au mieux que d'une petite minorité, que de toute façon cette petite minorité serait vaincue, que quand ils auraient, même s'ils avaient les usines en main, ils ne sauraient pas quoi en faire. Pouget répond, mais il répond sous le couvert de la CGT. Il va répondre, en fait c'est lui qui écrit, parce qu'on reconnaît parfaitement son style. Là on voit bien qu'il y a une opposition radicale entre la pointe la plus révolutionnaire de la CGT et puis le socialisme, celui qui représente le mieux le socialisme de l'époque. Dans sa réponse à Jaurès, Pouget l'accuse de perdre le contact avec la classe ouvrière au fur et à mesure qu'il se rapproche des hauteurs du pouvoir. Le syndicaliste reproche à l'homme politique de ne voir que la partie négative de la grève générale révolutionnaire. Le débat est celui qui divise les révolutionnaires des réformistes. Pouget défend une action minoritaire face à une majorité passive. Vous l'avez compris, il s'agit d'un débat qui a été chaud à l'époque entre Jaurès qui était le réformiste et Pouget qui était le révolutionnaire. Pour Jaurès, la grève générale est vouée à l'échec parce que tant dans ses finalités poursuivies que dans le résultat obtenu, qui ne peut être que sanglant. Jaurès pensait d'ailleurs, vous l'avez entendu dans ce petit extrait, Jaurès d'ailleurs pensait que la classe ouvrière, puisqu'il s'agissait d'elle à l'époque, on l'appelle plus comme ça maintenant, mais elle existe toujours, c'est pas parce qu'on n'aime même pas qu'elle n'existe plus, n'était pas prête à mener ce genre de combat. Et puis il prédisait une fin sanglante. Pouget lui disait, mais lui a répondu, mais il n'y a pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen que la grève générale pour renverser l'ordre capitalisme et le capitalisme gouvernemental. Donc je vous laisse juge de ces appréciations, mais la question se pose toujours. Et on donnera quand même quelques indications, et ces indications seront corroborées par les événements de 1936 et le Front populaire, mais quand vous ne renversez pas l'ordre capitalistique, il va plier peut-être, mais il restera. Oui. Et donc, en 1914, regardez. Le syndicalisme, c'est à la fois la défense des revendications concrètes, de base, quotidienne des travailleurs, et en même temps, et j'insiste bien sur le « et en même temps », un projet de transformation sociale qui passe par l'abolition du salariat et la reconstruction de la société par la base, par en bas, avec la négation de l'État. C'est-à-dire qu'en gros, les élections et la conquête du pouvoir d'État ne sert à rien. C'est un espèce d'objet hostile qu'il faut contourner, et on va le contourner par la grève générale. Ce qui réunit tous ces gens-là, c'est donc le fait que la guerre pour eux est la chose la pire à éviter, Et donc tous se positionnent théoriquement d'une manière plus ou moins claire sur cette opposition. Et au moment donc, où ils sont confrontés à la réalité, c'est-à-dire l'éclatement de la guerre, ces gens-là ne savent plus quoi faire et en gros se rallient au système. Il y a un leader qui arrive à ce moment-là qui est Léon Jouot et qui va être lui un professionnel inamovible du syndicalisme jusqu'à sa mort et qui devient secrétaire de la CGT dans ces années-là. Et donc ce même Jouot, il se trouve que au moment de la déclaration de guerre, il va totalement virer de bord et devenir ce qu'on pourrait appeler un syndicaliste d'union sacrée. L'union sacrée, c'est en gros le terme employé à l'époque pour dire qu'il faut arrêter les divisions, la lutte des classes, etc. Et qu'il y a un seul objectif, c'est vaincre l'ennemi allemand. Vous êtes dans un contexte particulier, là il y a une guerre, un risque de guerre en 1914 contre lequel Jaurès avait lutté et dont on dit quelle a été la cause de cet assassinat.
Mais regardez bien dans notre époque contemporaine, en fait, on recherche une autre union sacrée avec la déclaration de guerre qu'on a faite, ou en tous les cas la dénomination qu'on a portée aux problèmes terroristes et aux exactions terroristes qui étaient faites sur notre territoire et ailleurs, qu'on était en guerre. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on cherche en faisant ça? On l'a déjà dit à d'autres occasions, mais on cherche évidemment à comment dire, construire une union sacrée, dans ce cas-là, à éteindre la contestation sociale et la critique sociale, évidemment. Et on voit bien l'idiot utile, Monsieur Fillon, qui nous a dit il n'y a pas très longtemps que les nuits debout étaient incompatibles avec l'état d'urgence. Mais je pense que pour Monsieur Fillon, les nuits debout sont incompatibles avec la démocratie sûrement. Et puis il y a le dernier événement dont j'ai parlé tout à l'heure, là, qui est le Front populaire de 1936. Regardez. Le Front populaire aborde les élections législatives du printemps 36 avec le slogan « Paix, pain, liberté ». Presque aussi vague que son programme, mais suffisamment pour rassembler la gauche sans trop se mouiller. Léon Blum fait face à une campagne marquée par des attaques antisémites très violentes, mais il réussit à s'imposer. Le Front populaire emporte les élections législatives. Le Parti communiste ne participe pas au gouvernement, mais soutient de l'extérieur. Maurice Thorez était pourtant de très bons conseils. Il faut faire payer les riches pour soulager la misère des pauvres, des travailleurs, donner du travail aux chômeurs, abroger les décrets-lois de famille. Et donc là, je pense qu'il y a pas mal de gens qui se disent, en gros, maintenant c'est possible, quoi. Là, un gouvernement de gauche qui va s'installer a peu de chances de balancer la police et les forces de répression sur les grévistes. Il y a ce qu'on appelle un peu bêtement dans les médias un état de grâce qui fait que ça serait quand même un peu ballot, un peu maladroit de balancer la police d'emblée sur les gens qui vous ont élu, quoi. Avant même la formation du nouveau gouvernement, les grèves ont éclaté au Havre dans les usines d'aviation Breguet. Et c'est la grève qui prend peu à peu dans un terrain fertilisé par des années de lutte locale. C'est la grève générale, la vraie, la spontanée, celle dont avaient rêvé les syndicalistes révolutionnaires des débuts, celle que ne verrait jamais Émile Pouget, mort en 1931, enterré et oublié. Effectivement, la grève générale a permis d'obtenir des avancées sociales, mais les institutions n'ont pas été touchées. Elles sont restées en état. Et ces institutions, on en hérite toujours, dans le fond, parce qu'on ne les a pas renversées. On a revendiqué, on a obtenu, mais il ne s'est rien passé de plus. C'est-à-dire que les structures même de l'exploitation sont restées en état. Et il suffisait pour le capital d'attendre des circonstances plus favorables pour qu'elle puisse de nouveau devenir agressive vis-à-vis de la classe ouvrière. C'est assez classique. Alors, ça fait partie de l'histoire, la énième grève générale en Grèce, regardez. Il s'agissait d'une réforme, d'une grève plutôt contre la réforme des retraites. Une journée de grève. Donc les institutions et les personnes de l'État et les personnes, les représentants de ces institutions que sont le gouvernement de Tsipras aujourd'hui, eh bien ils n'ont de cesse que d'attendre que ça se finisse, parce que ça dure qu'une journée, tout le monde rentre chez soi et tout le monde redevient vulnérable. Et tout le monde redevient vulnérable. Et puis tu n'arrêtes pas la rentrée des ressources. Voilà. Donc tu fragilises pas. Non, tu fragilises pas. Alors pour résumer ça, il y a quelques leçons à tirer. D'abord, la violence est vouée à l'échec depuis que le pouvoir est armé, que le peuple ne l'est plus. La deuxième chose, c'est que le réformisme n'atteint pas les structures mêmes des structures mêmes du capitalisme. Donc il n'y a aucune chance, évidemment, avec le réformisme qu'on y arrive. La grève générale, si elle ne dure pas, ne conduit à aucun résultat, puisque quand on rentre chez soi, c'est un peu l'idée des nuits debout, c'est-à-dire je rentre plus chez moi. C'est-à-dire, la démocratie et la vie politique, c'est dans la rue, c'est dans les places, c'est plus chez moi. C'est plus derrière TF1. Et puis,
Et donc c'est pour ça il me semble que les grèves générales d'un jour ne sont vouées à l'échec. Et puis la grève générale, ce n'est pas quelque chose contre, on serait dans ce cas-là dans un mode revendicatif, mais pour quelque chose. Voilà ce qu'on veut obtenir. Et il y a, pour reprendre une expression de M. Lordon, nous passons du style infantile revendicateur, à une posture affirmative qui décide du destin qu'on veut, en fait. Écoutons Frédéric Lordon. Nous ne revendiquons pas de droit, nous ne revendiquons pas du tout d'ailleurs. Revendiquer, c'est déjà s'être soumis. Revendiquer, c'est s'adresser à une puissance tutélaire aimable, à un débonnaire bienfaiteur. Les enfants réclament, grandis, ils revendiquent. Eh bien, pour le plus grand malheur du bienfaiteur présent, nous sommes plutôt décidés à sortir de l'enfance politique. Et en politique, s'extraire de la condition infantile, en finir avec l'état de minorité, c'est commencer à poser pour son propre compte des affirmations. Comprenons bien en fait ce qui est proposé dans la grève générale. On a donné le pouvoir politique à des gens par le vote, on a donné le pouvoir économique et financier par notre consommation et nos productions. Nous sommes donc totalement maîtres de la situation, on n'a qu'à le retirer. Il suffit de faire le contraire. Exactement. Voilà pour ce contre-JT. On se retrouve lundi prochain pour un autre sujet dont on ne sait lequel il sera. À bientôt. À bientôt.